de ce midi. Il va nous enrichir, enfin, de son expérience, de sa brillante expérience. Jean-Yves, bienvenue. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est Bragbo ou c'est Bragbo? Parce que quand je le vois sur Internet, en fait, il veut faire un peu Jean, quoi. Il fait je suis Jean-Yves Bragbo. J'ai dit, ouais, c'est ça. Le succès. Alors, on a vraiment hâte d'en savoir un peu plus sur vous et plus particulièrement sur votre parcours académique. Exactement. En tout cas, c'est un plateau très, très chic. Très choc. Merci de m'inviter ici. C'est un vrai plaisir pour moi d'être là. Donc, je pense que j'ai été déjà présenté. Moi, je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Je me définis en trois parties. Bon, déjà, je suis africain. Et je suis... Ça saute presque à l'heure. Voilà, c'est clair. Ça se voit tout de suite. Et je suis... J'aime dire je suis multi-investisseur parce qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels j'investis. La restauration, les transports, l'immobilier et plein d'autres. Et je suis également repate. Un repate, c'est tout simplement quelqu'un qui était dans la diaspora et qui a décidé de revenir vivre ici en Afrique. Et à mes heures perdues, je suis sur les réseaux sociaux, créateur de contenu. Mes réseaux sociaux s'appellent l'Investisseur africain, où je partage les secrets pour réussir dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Parce que selon moi, c'est l'entrepreneuriat et l'investissement qui permettront à l'Afrique de pouvoir sortir des conditions dans lesquelles elle se trouve actuellement. Quand je vois la densité de vos vidéos, j'ai envie de dire, vos heures perdues, il y en a combien dans la journée juste, hein? Oh, juste quelques minutes par-ci, par-là. En réalité, c'est des vidéos qui font quoi, une dizaine de minutes, donc entre Mais c'est des vidéos bien réalisées, c'est ce que j'ai pu constater. Tous les moyens sont mis à disposition pour avoir des vidéos de qualité. C'est ça, je me dis, aussi, quand même, si on veut faire des choses, autant bien les faire. Et puis, je suis un peu perfectionniste sur les bords, donc j'essaie de faire le maximum pour que les vidéos donnent envie d'être regardées, surtout. Êtes-vous un pur produit de l'école ivoirienne? Totalement. Je suis né ici, j'ai fait le primaire, le collège et le lycée ici. Je fais le lycée au lycée municipal de Marcory. Et j'ai fait même des écoles à Soubry pour le primaire et tout. Donc, jusqu'en terminale, j'ai fait toutes mes études, tout mon parcours scolaire ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'entrepreneuriat était pour vous un rêve d'enfant? Pas vraiment. Moi, quand j'étais enfant, je rêvais d'être pilote, comme tous les enfants. Après, je rêvais aussi d'être médecin. Mais je n'ai jamais vraiment rêvé d'être entrepreneur. Je pense que l'entrepreneuriat m'est juste tombé dessus. J'ai vu des conditions qui ne pouvaient être réglées que par l'entrepreneuriat. Moi, je me dis, j'étais un pur produit de l'école. Hein. Moi, dans ma tête, je vais à l'école, on dit d'être premier de la classe, j'ai tout fait pour être premier de la classe. On dit quand on finit, il faut avoir un bon diplôme. Tu as un bon diplôme, tu vas travailler dans une entreprise. Et puis voilà, tu achètes une maison, tu te maries, tu fais de beaux enfants et puis patati patata. Donc, c'était vraiment dans ce sillon que j'étais. Et puis, les forces, les choses ont fait que je me suis retrouvé entrepreneur aujourd'hui. On veut bien connaître ces choses-là, on veut savoir dans quel environnement vous avez grandi, parce que quand on essaie de s'imprégner un peu plus de votre histoire, on se rend compte que les choses n'ont pas été faciles. C'est-à-dire que tout a été arraché, en fait, parce que vos parents ont connu d'énormes difficultés, je crois, après votre naissance. Votre père a perdu son boulot. Je veux dire, quand on grandit dans un tel environnement, comment est-ce qu'on s'arrange, comment est-ce qu'on s'organise pour être aujourd'hui à ce niveau? C'est ça. Moi, j'aime bien dire que la pauvreté a été pour moi formatrice. Ça a été vraiment une grande formation. Je ne suis pas né avec une petite cuillère en or dans la bouche. Donc, je suis né dans des conditions quand même intéressantes. Mais par contre, mon père a perdu son boulot et toutes ses affaires juste après ma naissance. Donc, certains disaient, est-ce que l'enfant est maudit ou pas? Voilà, toujours on en parle. Donc, après, on vivait à Abidjan et on est parti au village pour vous dire le niveau de précarité dans lequel on était. Ma mère a décidé de revenir en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour pouvoir, du coup, nous donner un meilleur avenir à mes frères et moi. Donc, moi, je suis le 9e d'une famille de 10 enfants. Donc, vous imaginez 10 enfants, mon père et ma mère, dans une chambre-salon, donc un 2 pièces, où c'est ma mère qui travaillait quand même pour s'occuper de nous et pour faire en sorte qu'on puisse vraiment avoir de quoi manger et tout ça. Donc, ça m'a donné l'envie et la rage de vraiment vouloir sortir de ça. Moi, je dis, on peut naître pauvre, mais on n'a pas le droit de mourir pauvre. Donc, depuis petit... Ça, c'est votre slogan. Ça, c'est mon slogan. Depuis petit, à 9 ans, ma mère m'a fait asseoir et elle a dit, écoute, Jean-Yves, voici toute la situation qu'on a qui est là. Mais c'est aussi le slogan de certains brouteurs. Hein. Brouteurs. Ah non, absolument pas. Je ne savais pas. Ouais. Oui, ils utilisent naître pauvre, mourir riche. Oui, ouais. ils utilisent
Moi, c'est ne pas mourir pauvre, mais devenir riche au final. Mais c'est la richesse honnête et la richesse légale que je prône. Justement, c'est à cela que je voulais en venir. C'est trop important. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre première entreprise. Comment est-ce qu'elle est née? Avec quel capital? Ok. Du coup, moi, je quitte la Côte d'Ivoire à 17 ans. Je pars au Maroc. Je fais 5 années pour avoir une maîtrise et tout, très diplôme. Et ensuite, je pars en France. Donc, bien qu'ayant quitté la Côte d'Ivoire, je rêve toujours d'apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, d'apporter quelque chose à la famille ici. Donc, au départ, quand je commence à entreprendre, c'est pour vraiment aider la famille ici. Donc, j'envoie de l'argent à mon frère. On lance un premier business de cave où on vendait des boissons non alcoolisées. Donc, ce business-là, j'ai investi à peu près 3 000 euros, 2 millions de francs CFA, et ça a été un échec cuisant. Donc, j'ai fait une autre tentative, ça c'était en 2010. J'ai fait une autre tentative en 2011 dans la maroquinerie, dans tout ce qui est maroquinerie. Et ça aussi, ça a été un échec avec un autre de mes frères. Donc, j'ai dit, bon, j'arrête et je vais au Gabon parce que j'ai des amis qui sont gabonais. Donc, on lance un business de VTC, de taxi à l'époque au Gabon, où j'ai investi jusqu'à 35 000 euros. Ça fait un peu plus de 20 millions de francs CFA. Donc, je prends un prêt, j'investis au Gabon, on achète 10 voitures très gâtées, anciennes et tout. Et malheureusement, c'est aussi un échec cuisant, puisque on n'a pas d'expérience dans le domaine, on va au Gabon. On était très, j'ai envie de dire ambitieux, on rêvait grand, on voulait vraiment apporter quelque chose à l'Afrique. Mais je pense qu'il nous manquait quelque chose de très important pour réussir. C'était tout simplement se rendre compte des réalités du terrain. Vous savez, parfois, quand on est de l'autre côté, on idéalise un peu l'Afrique quand il s'agit d'entrepreneuriat. Or, ici, les réalités sont différentes. Déjà, juste en termes de main-d'œuvre, ce n'est pas la même chose qu'on a en Europe. En Europe, on a des personnes peut-être qui ont beaucoup plus de formation, donc qui ont beaucoup plus de compétences pratiques, contrairement à ici où c'est beaucoup plus de théorie. Donc, quand on récupère des gens ou quand on recrute, forcément, il faut insister sur la formation et former ces personnes-là. Et puis, ça prend du temps et ça fait perdre également de l'argent. Donc, nous, quand on vient, on s'est dit, on veut que le business déjà fasse un retour sur investissement en 2, 3, 4 mois. C'est pas possible. Moi, quand je revenais, par exemple, de Dubaï pour venir m'installer, j'ai dû prendre 6 mois, former les gens, me réapprendre à être ivoirien, comme j'ai l'habitude de dire, et vraiment m'imprégner encore de l'atmosphère, des conditions ici, pour pouvoir investir et entreprendre. Donc, c'est ces réalités-là qu'on perd. Donc, ensuite, j'ai fait 2 ou 3 autres business qui n'ont pas marché. Tellement j'étais bon à l'école, mais je n'étais pas très bon au niveau de la gestion des finances. Mais moi, je veux savoir. Je veux dire, premier business fiasco, deuxième business à échec. Donc, vous allez d'échec en échec. Alors, mais qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour continuer? Moi, je ne vois pas ça comme de l'échec. Pour moi, je me dis, tant que je n'ai pas réussi, je n'abandonne pas. C'est ça vraiment qui me permet de pouvoir tenir. Il faut quand même avoir un mental d'acier. Clairement, clairement, il faut l'avoir. Donc, tant que je n'ai pas réussi, je n'abandonne pas. Du coup, moi, je vois les échecs comme des pavés vers la réussite. J'essaie, j'apprends, je vais à l'étape supérieure, j'apprends. Aujourd'hui, je suis en train de gérer un business de taxi où on a investi 1 milliard de francs CFA. À l'époque, j'avais perdu 20 millions de francs CFA. On veut savoir les... Voilà, donc on verra les détails après. Le milliard, vous l'avez eu. C'est clair. En travaillant ou en travaillant, j'ai une entreprise à Dubaï aussi qui est bien valorisée, donc qui rapporte pas mal d'argent. Et puis pour lancer ce business, j'ai demandé à d'autres personnes de la diaspora de nous mettre ensemble pour pouvoir investir. Parce que moi, je crois fermement que c'est ensemble que nous allons réaliser des grandes choses. Oui, c'est ce que vous prônez généralement, se mettre ensemble. Mais je veux dire, certaines personnes ont vraiment peur de se mettre ensemble à cause de tous les problèmes que cela pourrait engendrer par la suite. Parce qu'on peut avoir des collaborateurs ou des partenaires qui ne sont pas très honnêtes, trop gourmands, ou voilà, ou qui peuvent peut-être pas expérimenter, qui pourraient contribuer à faire couler le bateau. Alors, qu'est-ce que vous conseillez? Quels sont, par exemple, les critères qui pourraient permettre à un entrepreneur de pouvoir rassembler un certain nombre de partenaires pour ses affaires? Ok. Moi, la plupart les conseils que j'ai l'habitude de donner, je les applique à moi-même. La plupart des partenaires avec qui je travaille, parce que je lance rarement des business tout seul, sont des gens que je prends le temps d'étudier. Moi, je dis, la confiance, oui, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et la plupart des partenaires devraient être étudiés. Donc, avant de se mettre en partenariat avec quelqu'un, il faut déjà le côtoyer un peu, voir quel est son mindset, quelle est sa vision dans la vie. Est-ce que sa vision est quasiment pareille à la sienne?
est-ce qu'on a les mêmes ambitions dans la vie? C'est très important. Parce que l'argent divise des amitiés. L'argent, même dans le couple, même parfois, c'est compliqué. Donc, à plus forte raison, quand on se met avec quelqu'un avec lequel on n'a pas d'affinité, rien du tout. Donc, c'est de vraiment regarder et puis voir des points qui sortent de cette personne-là. Il faut que ce soit une personne qui, face à l'argent, ne tremble pas. Moi, c'est le premier critère que je regarde. Il ne faut pas que la personne, dès qu'elle voit de l'argent, tout de suite, elle est dans l'euphorie et tout de suite, elle veut faire des projets à n'en point finir. Donc, c'est quelqu'un qui est zen face à l'argent et qui peut vraiment aider à gérer l'argent. Parce que c'est l'argent qui divise les gens. C'est toute une éducation. C'est toute une éducation au final. Avoir un rapport, on va dire, sain vis-à-vis de l'argent, c'est une véritable éducation. Que forcément, on n'a pas tous. Ouais. Donc, c'est là que avoir un partenaire ou trouver un partenaire de confiance devient difficile. Mais en regardant de près son partenaire, en essayant de voir quels sont ses principes et ses valeurs dans la vie, on arrive vraiment à pouvoir décider un partenaire. Vous avez déjà eu affaire à des malhonnêtes, des personnes dont vous avez fait confiance? Oui, plusieurs fois. Les échecs que j'ai eus, c'est parce que j'ai fait confiance à des personnes. Donc moi, j'étais en Europe et puis je faisais venir de l'argent pour que les gens puissent les gérer. J'ai même fait venir à peu près 20 000 € pour qu'on construise une maison. La maison, je ne l'ai jamais vue. Pourtant, on me montrait des photos. L'histoire de Souleymane, là, c'est vrai. La maison, jamais vue. Et ce que je raconte, c'est ce que malheureusement plusieurs personnes de la diaspora vivent, qui envoient de l'argent parce que ces personnes veulent vraiment contribuer au développement de leur pays, créer des emplois ici, construire des maisons pour les grands-mères, pour les parents. Mais malheureusement, quand les gens voient juste le bout de leur nez, ils ne voient pas loin. Donc quand on envoie cet argent, les gens prennent pour faire la fête, pour dépenser. Je pense que c'est ce qui est arrivé à mon argent. Mais ce que vous dites est beaucoup très important. Surtout moi, ça me concerne. Comment étudier, comment on arrive à étudier un être humain, quelqu'un qui ne trempe pas devant l'argent. Quels sont, je sais pas, quels sont les petits tests que vous faites faire à cette personne-là? Parce que quand vous dites quelqu'un qui ne trempe pas devant l'argent, écoutez, il y en a même là, c'est pour manger, il trempe devant. Quand vous dites ne pas trembler devant l'argent, je suppose que ce n'est pas trembler visible. Non. Voilà. Comment est-ce que ça... Comment est-ce qu'on peut voir cela, on peut appréhender cela à travers une personne? C'est de commencer. Qui est un entrepreneur, quelqu'un qui arrive à gérer des êtres humains. C'est de commencer étape par étape. Moi, quand je recrute de nouvelles personnes ou quand je veux me mettre avec des partenaires, je leur donne de petites tâches. Je leur donne une enveloppe à gérer. Par exemple, 1 million. Je dis, voilà, il y a 1 million, il y a tel projet, je te remets le 1 million. Mais si lui a déjà géré 5 millions, 1 million, il ne va pas trembler. Non, mais on commence comme ça déjà. Il y a des gens qui ont géré 10 millions et puis devant 1 million, ils prennent pour faire n'importe quoi. Donc, c'est aller étape par étape. Après 1 million, bon, voir comment je peux lui donner un autre projet qui vaut un peu plus et ainsi de suite. Donc ça, c'est comme ça, on teste quelqu'un par rapport à l'argent. Donc, c'est de ne pas donner tout de suite beaucoup de responsabilités à son partenaire, sinon ça devient compliqué. Mais c'est de voir un peu comment il gère chaque étape à laquelle on le met, pour voir s'il est digne de confiance et si vraiment on peut lui donner de plus grandes responsabilités. Mais je veux dire, il y a des gens qui sont forts. Hein. Vous pouvez tester pendant des années, le jour, il veut te taper, te poignarder. Pendant 10 ans, la 11e année, il te poignarde. C'est clair. Donc moi, en réalité, je conseille aussi d'avoir des amis comme partenaires. Mais attention, parce que voilà, l'argent divise vraiment les gens. Moi, les partenaires aujourd'hui avec qui je travaille, ce sont des gens que j'ai étudiés quand même depuis 15 ans, 10 ans. On est partis à l'école ensemble. J'ai vu un peu comment ils se comportaient dans la galère, quelles étaient leurs ambitions, leurs objectifs. Et leur sens de la responsabilité également. Et tout ça. Donc, c'est des gens que j'ai pris le temps d'étudier. Des partenaires s'étudient. Il y a des gens, ils se sont vus aujourd'hui parce qu'une personne parle bien à le verbe facile. Tout de suite, on veut se mettre avec lui pour faire des business alors qu'on ne le connaît pas. Il y a des gens qui sont ensemble qui ne savent même pas où le partenaire habite, qui est sa femme, c'est quoi sa famille, quels sont les moments qu'il passe seul, qu'est-ce qu'il fait et tout ça. Tout ça, c'est des informations à connaître. Ce n'est pas les capacités, les qualités professionnelles du partenaire qu'il faut voir, mais c'est surtout les choses personnelles qu'il fait et à quoi il s'adonne dans ses temps libres. Tout ça, ça a étudié minutieusement avant de décider de se mettre avec quelqu'un. Si un membre de la famille n'est pas forcément un bon partenaire. C'est ça. On a tendance à le penser, mais c'est pas le cas. Vous me le faites jurer sur la Bible ou le Coran aussi. C'est le partenariat spirituel. Alors, c'est rien, ça. Selon vous, l'entrepreneuriat et l'investissement sont les seules voies d'émancipation de l'Afrique. Totalement. Pourquoi? Je vais vous donner une statistique simple que j'aime bien partager. Sur l'Afrique, on dit chaque année, il y a à peu près 12 millions de nouveaux diplômés qui entrent sur le marché de l'emploi. 12 millions. Et de ces 12 millions, il n'y a que 3 millions qui ont vraiment un emploi. C'est-à-dire que les 9 millions sont dans la nature. Ils doivent se chercher, soit ils font des petits boulots, ils font des petits trucs par-ci, par-là. Donc ces 9 millions-là, les gouvernements n'ont pas le moyen de leur trouver de l'emploi. Quand les gens vont à l'école,
ils ont en tête d'avoir de bons diplômes pour être des fonctionnaires après. Donc, c'est comme si leurs emplois étaient réservés, ça les attendait dès qu'ils finissent, on leur donne ces emplois, ce qui n'est pas une réalité. Et un moyen de pouvoir résorber la pauvreté et créer de la richesse, c'est de créer de la valeur. Et on crée de la valeur en étant entrepreneur. Prenez un salarié, pensez, on fait un petit test. Pensez aux personnes les plus riches qui sont autour de vous. Autour de vous, les gens qui ont l'argent, qui sont autour de vous. Vous avez des gens en tête? C'est nous. C'est vous-même là. C'est nous-mêmes. Ça c'est bien. Ça, c'est bien. C'est Philo, c'est Nadia, c'est moi. Voilà. Ou bien? Combien parmi vous sont vraiment salariés et comment arrivent à juste devenir riches grâce à un boulot? On est salariés et puis on gère à côté. Vous gérez à côté. Mais enfin, nos affaires. Voilà, de c'est façon ça qui est très important. honnête. C'est ça qui est important. C'est le gérer à côté qui enrichit finalement. Et le gérer à côté, c'est l'entrepreneuriat. Donc, c'est grâce à l'entrepreneuriat qu'on crée de la valeur, qu'on gagne de l'argent. Un salaire simple va vous permettre de gérer vos business au jour le jour, payer vos factures, mais un salaire rend rarement quelqu'un riche. C'est vraiment ce qu'il va faire du salaire, l'entrepreneuriat qu'il va faire à côté, c'est ça qui va l'enrichir. C'est vrai que c'est très intéressant d'encourager à l'entrepreneuriat, mais après, on se dit finalement, dans les entreprises, comment ça va se passer? On n'aura plus d'employés. Parce que si tout le monde doit devenir employeur, à un certain moment, on n'aura plus d'employés. Je rigole parce que j'entends beaucoup, oui, bien sûr. J'entends beaucoup cette argumentation. Alors, moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs. Avec des entrepreneurs dans toutes mes entreprises. En réalité, si nous tous on devient entrepreneurs, maintenant, ça va être des prestations de services. Moi, la plupart de mes collaborateurs sont des gens qui sont indépendants. Donc, des personnes indépendantes qui ont leur entreprise et qui viennent faire des prestations ponctuelles. J'ai besoin d'un comptable, il y a un cabinet de comptable qui vient et qui gère la comptabilité. Il n'y a pas de subordination, je ne suis pas son patron, il n'est pas mon employé, il me donne un service, je le paye. Et c'est en réalité comme ça les choses devraient se passer. Parce qu'un salarié, il propose ses compétences, il propose ses talents et il est payé pour ça. C'est juste qu'on met une assurance dessus pour qu'il soit sûr d'avoir un salaire à la fin de chaque mois et tout. Mais sinon, un salarié, normalement, il vend un peu son temps et un peu de ses compétences. Donc nous tous, on sera entrepreneurs. Tu as un service, vous avez un service. Moi, j'ai un besoin, vous me rendez le service, je vous paye pour le service et tout le monde est content. C'est un peu ce que font les plombiers, les électriciens et toutes ces branches de la société. Ça a ses avantages aussi parce que ça met les collaborateurs à l'abri du besoin. Alors, j'aimerais savoir, c'est très intéressant et très